Il existe une figure qui se déplace dans le monde non pas comme un être entier et intégré, mais comme une collection de masques, une série de personnages exquisément conçus pour chaque occasion. C'est l'architecte du moi creux. Extérieurement, il présente une construction impeccable, une façade sociale si charmante, si confiante, si parfaitement accordée aux besoins et aux désirs de ceux qui l'entourent, que nous sommes presque instantanément captivés. Nous voyons en lui un reflet de nos idéaux les plus chers, l'incarnation vivante de nos aspirations les plus profondes, souvent inconscientes. Mais cette surface éblouissante est une illusion. Si vous deviez tendre la main et essayer de saisir la substance de cette personne, votre main traverserait un espace froid et vide, car derrière le masque, il y a un vide, un néant troublant où un vrai soi, une personnalité authentique, devrait résider. C'est l'un des grands dangers de notre époque moderne. Non pas les monstres manifestes des mythes et légendes, mais les hommes et les femmes vides qui ont si complètement maîtrisé l'art de l'apparence qu'ils ont oublié leur propre inexistence. Ils marchent parmi nous, et leur nombre est bien plus grand que nous osons l'imaginer. Les anciens alchimistes parlaient de la prima materia, la substance brute, chaotique et indifférenciée de l'âme, à partir de laquelle le grand œuvre de transformation doit commencer. La plupart d'entre nous passons notre vie engagés dans ce travail difficile, consciemment ou inconsciemment, à nous efforcer de mettre de l'ordre dans ce chaos, à forger une personnalité stable à partir de la matière première de notre être. Ces individus, cependant, n'ont jamais entrepris cette tâche sacrée. Ils restent dans un état de fragmentation psychique, animés par de puissantes forces inconscientes, qu'ils ne comprennent pas et n'ont aucun désir de comprendre. La plus puissante de ces forces est l'ombre, ce continent sombre, non vécu et refoulé de la psyché humaine, où nous stockons tout ce que nous ne pouvons pas accepter de nous-mêmes. Alors qu'une personne saine lutte tout au long de sa vie pour affronter, lutter et intégrer le contenu de son ombre, cette personne fait le contraire. Elle nie son existence entièrement, mais ce qui est nié ne disparaît pas. Cela gagne en puissance, elle en devient possédée. Elle est une incarnation ambulante de l'obscurité non reconnue de l'âme humaine, et sa fonction première et inconsciente dans le monde est de trouver un réceptacle, un endroit pour déposer cette obscurité. Son réceptacle préféré est l'âme d'autrui. Vous ne le verrez pas au début. Au début, vous croirez, de toutes les fibres de votre être, que vous avez rencontré l'autre moitié de votre propre âme, celle que vous étiez destiné à trouver. Et c'est précisément là que commence son travail dévastateur et inconscient. Cela nous amène au premier signe indubitable, la porte scintillante par laquelle il accède aux chambres les plus profondes de votre psyché. La construction magistrale d'un personnage conçu pour capturer vos projections inconscientes les plus puissantes. Dans le langage de la psychologie des profondeurs, chaque individu porte en lui une image intérieure, archétypale de l'autre. Pour un homme, c'est l'anima, la personnification de ses qualités féminines intérieures. Pour une femme, c'est l'animus, la personnification de ses qualités masculines intérieures. Cette image de l'âme est un composite de toutes nos expériences, de nos espoirs et de nos potentiels hérités, contenant les qualités que nous admirons le plus et que nous ressentons souvent inconsciemment comme nous manquant. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez cette connexion instantanée et électrisante que les gens appellent le coup de foudre, vous vivez souvent une projection massive et puissante de cette figure intérieure sur une personne extérieure. Une relation saine peut commencer par cette projection, mais elle doit lentement et péniblement la dépasser, alors que deux individus réels, imparfaits et complexes, apprennent à retirer leur projection et à voir et à aimer la personne réelle qui se tient devant eux, et non l'image idéalisée de leur propre âme. Le psychopathe, cependant, court-circuite ce processus naturel et difficile avec une compétence presque surnaturelle. Il est maître dans la lecture du paysage inconscient des autres. Il possède une intuition prédatrice pour vos besoins les plus profonds et vos aspirations les plus secrètes. Il voit la forme, la couleur, la texture de votre image de l'âme, et avec l'habileté d'un maître artiste, il devient un écran parfait et vivant pour votre projection. Cela va bien au-delà du simple mimétisme. Il ne se contente pas de prétendre aimer les mêmes livres ou la même musique.
Il semble incarner l'essence même des qualités que votre âme recherche. Si votre animus est l'archétype du protecteur sage et stable qui mettra de l'ordre dans votre vie, il présentera un personnage d'un calme inébranlable, d'une sagesse profonde et d'une force tranquille. Si votre anima est l'archétype de la muse créative et nourricière qui débloquera votre potentiel caché, il apparaîtra comme une source de passion artistique, de compréhension intuitive et de soutien inconditionnel. C'est le véritable mécanisme derrière le phénomène du bombardement d'amour. Ce n'est pas une simple flatterie ou une affection intense. C'est une opération psychique sophistiquée et terriblement efficace. Il vous renvoie les parties perdues, oubliées et les plus précieuses de votre propre psyché, créant un lien qui semble prédestiné, sacré, transcendant et absolument incassable. Cette phase initiale est une phase de profonde fusion psychique. Les frontières de l'ego se dissolvent et vous ne pouvez plus dire où vos propres sentiments se terminent et où les siens commencent. C'est un retour bienheureux et enivrant à un état d'unité inconsciente, une participation mystique qui donne l'impression de rentrer à la maison. Mais l'énergie psychique nécessaire pour maintenir un personnage aussi parfait et artificiel est immense. Et ici, dans l'intensité de cette fusion, nous trouvons le signal d'alarme critique. Le moment où le personnage se fissure. Cela arrive inévitablement lorsque vous commencez, même très légèrement, à affirmer votre propre individualité, lorsque vous retirez votre projection, même pour un instant. Cela peut être aussi simple que de ne pas être d'accord avec son opinion sur un film, d'exprimer le besoin d'une soirée seule ou de remettre en question un petit détail dans l'une de ses histoires. À cet instant, le miroir parfait se brise. L'image idéalisée de l'âme que vous avez adorée disparaît, et pendant une seconde terrifiante, vous apercevez ce qui se cache derrière le masque. Ce que vous voyez est soit une froide indifférence reptilienne totalement dépourvue de sentiments humains, soit, plus effrayante encore, la rage brute et indifférenciée de son ombre non intégrée. La chaleur qui ressemblait à une grâce divine se transforme en un vide glacial. Le regard adorateur devient un regard plat et vide. Le changement est si soudain, si total et si inexplicable, qu'il induit un état de choc psychique profond et de dissonance cognitive. Votre esprit se démène, essayant désespérément de trouver une raison, une explication à cette transformation terrifiante. Invariablement, vous en concluez que vous avez dû faire quelque chose de mal. Et ainsi, vous travaillez frénétiquement pour l'apaiser, pour dire la bonne chose, pour faire la bonne chose, pour l'amener à remettre le beau masque réconfortant. C'est ainsi qu'il vous forme. Il fait de vous un complice actif et consentant de votre propre tromperie, vous apprenant à craindre sa réalité et à désirer son illusion avec le désespoir d'un toxicomane. La seule défense contre cela est le travail ardu de développement de votre propre conscience. Vous devez apprendre à créer un espace de réflexion au milieu de la ruée enivrante, à vous poser la question essentielle: suis-je dans une relation avec cette personne ou suis-je dans une relation avec le reflet de ma propre âme qu'elle me montre? Le chemin vers une véritable connexion est le chemin du retrait de nos projections et de l'audace de voir l'autre dans sa réalité pleine et imparfaite. Mais avec cette personne, vous finirez par découvrir qu'il n'y a rien de réel à voir une fois la projection disparue. Une fois qu'il vous a rendu complètement accro à l'illusion du personnage, il commence la deuxième phase, plus insidieuse, de son travail. Le démantèlement et la colonisation systématique de votre psyché. C'est le deuxième signe indubitable, la projection incessante de son ombre par le biais de mensonges pathologiques et de la déformation de votre réalité. Le psychopathe ne ment pas simplement pour dissimuler une vérité ou pour obtenir un avantage au sens conventionnel du terme. Il ment pour créer et maintenir une nouvelle réalité, sa réalité, et pour vous l'imposer jusqu'à ce qu'elle remplace la vôtre. Son propre monde intérieur est un paysage chaotique et cauchemardesque de contradictions, d'éclats psychiques, de traumatismes refoulés et d'obscurité non reconnue. Puisqu'il ne peut supporter de regarder ce chaos intérieur, même un instant, il doit le projeter vers l'extérieur. Il doit faire du monde extérieur, et plus particulièrement de vous, un réceptacle vivant de sa propre fragmentation. C'est le mécanisme plus profond et plus terrifiant du gaslighting. C'est bien plus qu'une simple astuce pour vous faire douter de votre mémoire. C'est une forme d'invasion psychique,
une prise de contrôle hostile de votre conscience. Il projette sa propre profonde malhonnêteté sur vous, vous accusant sans relâche d'être secret et peu fiable. Il projette sa propre instabilité profonde sur vous, vous disant constamment que vous êtes émotionnellement instable et trop sensible. Il projette sa propre malveillance cachée sur vous, vous convainquant subtilement que vos propres intentions sont égoïstes et cruelles. Cela se fait avec une conviction si inébranlable et absolue que vous commencez, avec le temps, à intérioriser ces projections. Vous commencez à absorber ces accusations comme vos propres vérités. Vous commencez à vous voir à travers son prisme déformé, à croire que vous êtes vraiment celui qui est instable, oublieux et difficile. Votre propre sens de soi, votre connexion à votre propre voix intérieure de vérité, commence à se dissoudre. Il est lentement et systématiquement remplacé par la réalité chaotique et paranoïaque qu'il vous injecte sans relâche. Ce processus de colonisation psychique est presque toujours renforcé par la tactique de la triangulation. Il va méthodiquement rompre vos liens avec d'autres personnes qui pourraient vous offrir une réalité stable et alternative. Vos amis, votre famille, votre thérapeute. Ces personnes représentent la réalité consensuelle de la psyché collective, un point d'ancrage au monde partagé. En vous disant que ce sont ces personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qu'elles sont jalouses, qu'elles ne comprennent pas le lien spécial que vous avez, il crée un système fermé et toxique. Vous êtes isolé dans une chambre d'écho psychique où la seule voix que vous entendez est la sienne. Et cette voix est une diffusion constante en boucle qui vous dit que vos propres perceptions sont fondamentalement erronées. Dans cet état d'isolement, vous devenez complètement dépendant de lui pour votre compréhension de ce qui est réel. Il devient l'arbitre de votre réalité, le grand prêtre de votre expérience. C'est un état terrifiant d'esclavage psychique, où son chaos intérieur est devenu l'architecture même de votre monde extérieur. Pour vous défendre contre cette profonde intrusion psychique, vous devez devenir un guerrier pour votre propre territoire intérieur. Cela exige un acte radical et courageux de confiance en soi, une décision d'honorer vos propres perceptions au-dessus de ces déclarations confiantes. Vous devez devenir un chroniqueur méticuleux de votre propre réalité. Écrire des conversations, des dates et des événements ne consiste pas à recueillir des preuves à utiliser contre lui dans une dispute que vous ne gagnerez jamais. C'est un acte sacré d'ancrage de votre propre conscience face à un raz de marée de distorsion. Il s'agit de créer un témoignage externe de votre propre vérité intérieure auquel vous pouvez vous accrocher lorsque la tempête de ces projections fait rage. La réalisation la plus puissante que vous puissiez avoir est que ces mensonges ne sont pas une mise en accusation de votre santé mentale, ce sont des confessions. Chaque mensonge qu'il raconte, chaque projection qu'il fait, est une révélation directe et sans fard de son propre état intérieur. Lorsqu'il vous dit chaotique, il avoue le chaos insupportable qui est en lui. Lorsqu'il vous dit malhonnête, il avoue sa propre tromperie profonde et inéluctable. Retirer vos projections initiales de lui était la première étape de votre libération. La deuxième est de refuser consciemment d'accepter les siennes. Vous devez vous visualiser en train de refuser de porter son ombre pour lui, en la lui rendant et en déclarant votre propre espace psychique inviolable. C'est le début difficile, douloureux, mais absolument nécessaire pour reprendre possession de votre esprit. Mais comment un être humain peut-il fonctionner de cette manière, avec un mépris aussi profond et complet pour la vérité, la santé mentale et l'âme même d'autrui? La réponse réside dans le troisième signe, le cœur même de son état pathologique, l'absence d'une fonction de sentiment fonctionnel et la déconnexion tragique du soi. Dans le modèle jungien de la psyché, le soi est le principe organisateur central, le cœur de notre être, l'étincelle divine en nous. C'est la source de notre sentiment de plénitude, de notre sens et de notre connexion à l'ensemble plus vaste de l'humanité. Le soi est le pont vers ce que Jung appelait l'inconscient collectif, le dépôt profond et intemporel de la sagesse partagée, des mythes et des expériences archétypales de toute l'humanité. L'empathie n'est pas un simple sentiment ou une compétence sociale acquise, c'est l'expérience ressentie de cette connexion partagée. C'est la reconnaissance intuitive du soi chez une autre personne. La compréhension qu'au niveau le plus profond, nous faisons tous partie de la même histoire humaine. Le psychopathe est profondément, peut-être irrévocablement, déconnecté de son propre soi.
le pont est coupé. En raison de cette rupture interne catastrophique, il est également coupé du puits profond de l'inconscient collectif et du monde riche et complexe du sentiment humain. Il vit dans un monde spirituellement et émotionnellement stérile, une réalité plate et bidimensionnelle, dépourvue d'âme. Il peut, cependant, apprendre à reconnaître les émotions chez les autres avec la précision détachée d'un scientifique identifiant différentes espèces d'insectes sous un microscope. Il peut étudier, étiqueter, classer et même imiter brillamment les réponses sociales appropriées. Il développe une forme d'empathie, purement cognitive, calculatrice et instrumentale. Il sait que lorsque vous pleurez, l'algorithme comportemental correct est d'offrir un geste réconfortant et de murmurer des mots de sympathie. Mais pour lui, c'est une opération purement technique, une ligne de code exécutée, entièrement dépourvue de toute résonance intérieure ou de tout sentiment authentique. Il n'y a pas de cœur derrière la fonction. C'est comme un ordinateur qui peut analyser un poème pour son maître, son schéma de rime et ses figures de style, mais qui ne peut jamais être ému aux larmes par sa beauté. Vous le sentirez comme un vide bizarre et troublant, un vide psychique qui semble absorber votre énergie émotionnelle. Vous partagerez votre chagrin le plus profond ou votre joie la plus extatique, et sa réponse, bien que verbalement correcte, ressemblera à un message préenregistré diffusé par une machine. Il n'y a pas de chaleur, pas de vibration partagée, pas de sentiment de connexion authentique. C'est comme essayer de décrire l'expérience d'un magnifique coucher de soleil à une personne aveugle de naissance. Elle peut apprendre la physique des ondes lumineuses et les associations culturelles avec les couleurs, mais elle ne pourra jamais ressentir la crainte, l'essence du moment. C'est pourquoi ces réactions à vos états émotionnels les plus profonds sont souvent si étrangement inappropriées ou étrangement fausses. Votre état émotionnel n'est pas une expérience humaine partagée pour eux, c'est simplement une donnée. Et selon leurs objectifs immédiats, cette donnée peut être utilisée pour simuler du réconfort et vous rapprocher, ou elle peut être classée comme une vulnérabilité, un bouton sur lequel appuyer, une faiblesse à exploiter plus tard. C'est le danger ultime de mettre votre âme à nu devant eux. Dans une relation saine, partager vos blessures les plus profondes est un acte sacré de confiance qui approfondit l'intimité. Vous tendez une partie fragile de vous-même à l'autre, en lui faisant confiance pour la tenir avec soin. Avec le psychopathe, vous tendez le plan des points structurels les plus faibles de votre psyché à un expert en démolition. Les grands archétypes de la compassion et de la guérison, la grande-mère qui nourrit, le sage qui guide, leur sont complètement inaccessibles. Les seules énergies archétypales qu'ils peuvent canaliser sont celles des aspects prédateurs, indifférenciés et destructeurs de l'ombre. Ainsi, lorsque vous êtes le plus vulnérable, ils ne vous accueilleront pas avec compassion. Ils vous accueilleront avec l'énergie froide et calculatrice du prédateur à qui l'on vient de montrer le ventre mou et non protégé de sa proie. La seule défense fiable ici est d'apprendre à faire confiance à votre propre fonction de sentiment avant tout. Faites très attention à ce que vous ressentez en leur présence, pas à ce que vous pensez d'eux. Vous sentez-vous vu, tenu et épanoui en leur présence, ou vous sentez-vous observé, analysé et étrangement diminué? Vos sentiments sont un système de guidage sophistiqué et ancien. En leur présence, ce système hurlera une alarme silencieuse, vous avertissant que vous êtes en présence d'un vide émotionnel et spirituel profond. Ne commettez pas l'erreur tragique d'essayer de combler ce vide avec votre propre lumière. C'est un trou noir. Tout ce que vous y versez, votre amour, votre espoir, votre énergie, disparaîtra simplement à jamais. Une psyché avec un tel vide en son centre ne peut pas générer sa propre force vitale, son propre sens du sens ou de la vitalité. Elle est psychiquement stérile et doit chercher sa subsistance à l'extérieur. Cela mène directement et inévitablement au quatrième signe indubitable, une existence parasitaire qui se nourrit de l'énergie psychique des autres. Le psychopathe est un vampire psychique au sens le plus vrai et le plus terrifiant du terme. Parce qu'ils sont déconnectés de la source profonde et vivifiante du soi, ils n'ont aucune source interne de validation, de but ou de vitalité. Ils doivent la trouver en dehors d'eux-mêmes. Ils doivent la siphonner à ceux qui sont encore connectés à leur propre force vitale.
et ils sont souvent attirés par les individus dynamiques, créatifs, prospères et profondément empathiques, ceux qui possèdent une abondance de l'énergie psychique même, la libido, qui leur fait défaut. Leur méthode d'attachement est archétypale et insidieuse. Ils identifient une cible riche en cette énergie vitale et entament un processus d'infiltration psychique qui ressemble remarquablement au processus alchimique de création inversée. Au lieu de transformer le plomb de la personnalité non raffinée en l'or du soi intégré par un processus de purification et d'intégration, ils transforment l'or de l'âme vibrante d'autrui en le plomb mort et lourd de leur propre vide intérieur. La relation n'est jamais un partenariat. C'est un processus d'extraction. Ils s'attacheront à vos finances, à vos cercles sociaux, à votre maison, à votre créativité et surtout à votre énergie psychique fondamentale. L'empiètement lent de leur prise de vos ressources matérielles est simplement la manifestation extérieure et visible de ce processus beaucoup plus profond et invisible de consommation spirituelle. C'est pourquoi ils opèrent avec un sentiment de droit acquis stupéfiant et exaspérant. Dans leur monde intérieur fragmenté, ils n'ont pas l'impression de vous prendre quelque chose. De leur point de vue, la force vitale, le succès et le bonheur que vous possédez sont des ressources flottantes dans le monde, et eux, étant plus intelligents et moins accablés par les sentiments, sont simplement mieux équipés pour les acquérir et les utiliser. Il n'y a pas de culpabilité parce que, dans leur monde, il n'y a pas de autre, réel et subjectif, qui possède une valeur inhérente. Il n'y a que des objets et des fonctions qui servent leurs besoins ou qui sont des obstacles à éliminer. Le cycle bien connu d'idéalisation, de dévalorisation et de rejet est le plan précis de ce processus d'extraction d'énergie. Ils vous idéalisent pour abaisser vos défenses psychiques et créer un canal ouvert à travers lequel ils peuvent puiser votre énergie. Ils vous dévalorisent pour briser la force de votre ego, induire le doute de soi et faire de vous une source d'approvisionnement plus docile et contrôlable. Et ils vous rejettent avec une froideur choquante lorsque vous êtes finalement épuisé, ou lorsqu'ils identifient une source d'énergie plus récente et plus riche, vous laissant avec le sentiment d'être une enveloppe creuse, non seulement le cœur brisé, mais aussi émotionnellement, financièrement et spirituellement en faillite. La seule façon de se protéger d'un vampire psychique est de couper complètement et sans négociation son approvisionnement. Cela nécessite l'établissement de limites radicales et intransigeantes. Vous devez enfin et pleinement comprendre que vous ne pouvez pas les réparer en donnant plus de vous-même. Vous ne pouvez pas les aimer jusqu'à ce qu'ils soient entiers. Vous ne pouvez pas verser suffisamment de votre propre lumière en eux pour guérir leurs ténèbres intérieures. Toute énergie que vous leur donnez ne les régénérera pas. Elle ne fera que être consommée, et ils en demanderont immédiatement davantage. L'acte de fixer une limite ferme, de dire non et de le penser, est un acte profond de déclaration de votre propre souveraineté psychique. C'est une déclaration sacrée que « ma force vitale, mon âme, m'appartient ». Vous devez récupérer votre énergie, non pas par colère ou par vengeance, mais à partir d'un lieu de profonde et instinctive autopréservation. C'est la reconnaissance que votre devoir premier et sacré est l'intégrité de votre propre âme, et vous ne pouvez pas permettre qu'elle soit utilisée comme carburant pour soutenir le vide d'autrui. Une vie construite sur une fondation aussi fracturée, parasitaire et fondamentalement fausse est intrinsèquement instable. Elle manque d'un principe organisateur central, d'un ego fort qui peut servir de médiateur entre les mondes intérieurs et extérieurs. Cela nous amène au cinquième et dernier signe indubitable. Une vie dominée par les impulsions brutes, non médiatisées et chaotiques de l'ombre, se manifestant par une impulsivité chronique et une incapacité totale à accepter la responsabilité. Une psyché saine a un ego relativement fort qui agit comme une sorte de gestionnaire exécutif. Il peut peser les conséquences, retarder la gratification, naviguer dans les réalités sociales et faire des choix conscients qui s'alignent sur les objectifs et les valeurs à long terme. L'ego du psychopathe est faible, sous-développé et entièrement au service de ses impulsions les plus primitives et immédiates. Ils sont comme un radeau fragile sur une mer déchaînée et orageuse de désirs inconscients de l'ombre. C'est pourquoi leur vie est un tourbillon de chaos et de drames qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils sont allergiques à la stabilité, à la routine et à l'engagement, parce que ces choses exigent de la réflexion,
de la patience et de la responsabilité. Toutes des fonctions d'un soi intégré et d'un ego fort. Au lieu de cela, ils sont motivés par un besoin incessant et désespéré de stimulation, une fuite frénétique de l'ennui terrifiant et anéantissant de leur propre vide intérieur. Ils se lanceront dans des entreprises commerciales imprudentes, entameront des liaisons destructrices sur un coup de tête, déménageront à l'autre bout du pays sans plan, le tout dans une tentative désespérée de générer suffisamment de bruit et de drame extérieur pour distraire du silence assourdissant à l'intérieur. S'ils étaient un jour forcés de rester immobiles et silencieux, le vide se précipiterait et menacerait d'anéantir leur fragile sentiment d'existence. Ils sont une tornade humaine, tourbillonnant dans la vie et laissant une traînée de débris financiers, émotionnels et relationnels qu'ils ne regardent jamais en arrière ni ne nettoient jamais. Et c'est la clé absolue de ce dernier signe. Le refus complet et inébranlable d'assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Accepter la responsabilité reviendrait à reconnaître leur propre ombre, à admettre que la source du chaos incessant est en eux. C'est une tâche psychique d'une telle ampleur qu'elle briserait toute leur structure de personnalité. Par conséquent, le blâme doit toujours être projeté vers l'extérieur. C'est toujours la faute du patron injuste, du partenaire commercial traître, de l'ex-fou, du monde cruel. Ils sont la victime perpétuelle et irréprochable du drame tragique qu'ils ont eux-mêmes écrit, réalisé et dans lequel ils ont joué. Ce récit est non négociable et protégé avec une intensité féroce. Le contester, c'est contester le fondement même de leur fragile existence psychique, et ils réagiront avec une rage terrifiante et anéantissante. Être en relation avec eux, c'est être constamment entraîné dans leur tempête. Vous serez leur gestionnaire de crise désigné, leur équipe de nettoyage émotionnel est le point stable autour duquel leur monde chaotique peut tourner. Mais vous devez comprendre que leur chaos n'est pas un problème que vous pouvez les aider à résoudre. C'est une façon d'être fondamentale. C'est la seule façon dont ils se sentent vivants. Votre rôle n'est pas de les sauver de la tempête, c'est de réaliser, avec une horreur naissante, qu'ils sont la tempête. La seule réponse saine d'esprit et qui préserve la vie est de refuser de participer. Vous devez sortir du chemin de la tornade. Cela exige une forme de détachement compatissant, une compréhension que vous ne pouvez pas maintenir ensemble, une psyché qui est fondamentalement déterminée à rester en morceaux. Leur chaos leur appartient. Essayer de le porter pour eux, c'est s'assurer que vous serez tous les deux complètement détruits par lui. Acceptez ces 5 signes: la persona creuse, l'ombre projetée, le vide émotionnel, la faim parasitaire et les impulsions chaotiques, est une expérience déchirante et qui transforme l'âme. On peut avoir l'impression d'avoir regardé derrière le rideau du monde et d'avoir vu une vérité sur le potentiel de l'obscurité humaine que l'on ne peut plus jamais oublier. Mais cet éveil douloureux, cette descente dans le monde souterrain de la psyché, est aussi une occasion profonde et transformatrice. Dans la tradition jungienne, il est entendu que la plus grande croissance spirituelle, le développement le plus profond de la conscience, vient souvent directement de nos blessures les plus profondes. La rencontre avec une obscurité aussi profonde peut être le catalyseur inattendu et brutal de votre propre voyage sacré d'individuation. Cette expérience vous force, peut-être pour la première fois, à récupérer vos propres projections et à commencer le travail difficile de trouver ces qualités idéalisées, non pas chez un autre, mais en vous-même. Elle vous force à affronter votre propre ombre, les parties de vous qui étaient peut-être naïves, qui étaient inconsciemment attirées par le drame, qui avaient de besoin d'apprendre la dure et douloureuse leçon des limites psychiques. Elle vous force à vous différencier, à apprendre avec une clarté absolue où votre propre âme se termine et où celle d'une autre personne commence. Et finalement, elle vous force à retrouver votre propre soi authentique, non pas comme un innocent, mais comme un individu conscient, éprouvé et entier, qui a fait face au cœur des ténèbres et a consciemment choisi la lumière. La rencontre avec le psychopathe ne doit pas être la fin tragique de votre histoire. Elle peut être le début brutal, nécessaire et finalement vivifiant de votre propre vie vraie, authentique et consciente. Vous avez vu la vérité. Maintenant, vous devez l'utiliser non pas comme une source de peur perpétuelle, mais comme une carte pour vous guider dans le long et digne voyage de retour à vous-même.